Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de remercier pleinement mon collègue, frère et ami, le ministre du Pétrole et des Énergies, M. John, pour l'accueil très chaleureux, mais également très fraternel, dont on a bénéficié tout au long de notre séjour. Je le remercie également pour l'atmosphère et les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Je remercie également son équipe pour son professionnalisme, sa disponibilité et son suivi constant de ce projet. Comme vous le savez, lors de la découverte de ce champ gazier, il a été constaté que c'est un champ transfrontalier entre la Mauritanie et le Sénégal. Les deux États, par la volonté de leur population, de leur gouvernement et gouvernants, ont aussi transcendé l'ensemble des difficultés qu'elles viennent de l'intérieur et de l'extérieur afin de mettre en commun leurs compétences, leur savoir-faire, mais aussi leurs moyens pour permettre l'exploitation de ces champs gaziers transfrontaliers qui est GTA. Ce n'est pas une chose facile. La preuve en est, c'est que c'est l'unique, disons, l'unique champ exploité de manière conjointe, transfrontalier, entre deux États et qui a pu être exploité en toute sérénité, mais aussi en toute transparence. Pour ce faire, les deux États ont mis en place un accord cadre inter-État qui met en place les principes, l'ensemble des principes devant régir l'exploitation de ces champs gaziers, qui dispose à la fois, institue des comités de suivi. Il y a la commission consultative qui se réunit régulièrement. Il y a des comités techniques entre les différentes équipes. Elle institue également, au-delà du volet institutionnel, il met en place aussi un système de taxation globale qui est commun entre les deux pays par rapport à ce projet. Donc, les États ont pris les dispositions nécessaires, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau procédure économique, financière et technique, pour que ces champs soient développés en parfaite harmonie entre les deux États. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'un suivi régulier, que les réunions de nos équipes de manière régulière ont permis de suivre l'évolution de ce projet. Nous sommes venus ici dans le cadre de cette commission consultative pour faire le point par rapport à l'avancement du projet, à l'ensemble des composantes du projet, que ce soit le volet avancement, le volet coût, le volet exploitation, le volet planning. Nous avons fait le point, c'était l'occasion de faire le point. Et encore une fois, je remercie fortement Monsieur le ministre pour toutes les commodités qui ont été prises pour réussir cette réunion qui en fait est une véritable réussite et qui montre encore une fois de plus la capacité de nos deux pays, frères, frontaliers, amis, depuis bien longtemps, et qui, cette exploitation des champs transfrontaliers n'est que la prolongation et le témoignage de cette amitié, de cette fraternité qui existe entre la Mauritanie et le Sénégal. Ce n'est pas une première. Comme vous le savez, nous avons d'autres institutions, d'autres ressources en commun que nous partageons, le fleuve du Sénégal à travers l'OMVS. Nous avons des coopérations très, très, très liées, découvrant des champs très divers, de la pêche, du pâturage, aux ressources, énormément de coopération. Si ce travail a pu avoir lieu, c'est aussi, il faut le dire, grâce à la vision et à la volonté
de nos deux présidents, le président de la République Mohamed Cheikh Ghazouani et le président de la République Macky Sall, leur volonté d'aller de l'avant dans cette coopération, de montrer qu'au-delà de tout, des pays africains peuvent travailler en commun, exploiter des ressources en commun en toute sérénité et dans l'intérêt de leur population. Voici après la réponse à la première question. Je pense que mon collègue voudrait bien répondre à la deuxième. Merci. Je vous remercie, chers collègues et grands frères. Je voudrais à votre suite dire quelques mots sur les commentaires et observations que vous avez faits sur l'exemplarité de l'état d'esprit, mais aussi de la coopération entre nos deux pays qui se manifeste de façon formidable à travers les équipes, leur engagement et leur mobilisation. Mais vous l'avez également rappelé, cela découle d'une volonté et ils ont vu à travers les liens fraternels existants entre nos deux chefs d'État que le peuple mauritanien et le peuple sénégalais constituent en réalité une même famille. Ailleurs, en Afrique ou dans le monde, les ressources naturelles en commun constituent des facteurs de division. Ici, elles constituent un trait d'union entre deux États et deux peuples. Vous l'avez rappelé, le fleuve Sénégal en est une parfaite illustration. Depuis très longtemps, nous l'avons en commun et c'est exploité en bonne intelligence. Mais lorsque Dieu nous a dotés de ces ressources gazières qui se situent entre nos deux frontières, c'était encore là un nouveau signe du destin que heureusement nos dirigeants ont bien perçu et valorisé à travers la mise en énergie, en synergie plus exactement, des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la défense des intérêts des deux États. Pour en venir à la deuxième question ou à la deuxième partie de votre question, c'est selon. Naturellement, pour les retomber, il faudrait d'abord remonter au mécanisme. Il faudrait comprendre la structure conceptuelle du projet tel que cela a été conçu pour comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les retombées attendues et possibles du projet. J'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos introductif que le Sénégal, comme la Mauritanie, avait opté pour le contrat de recherche et de partage de production. Ailleurs, il y a des contrats de service ou des contrats de concession qui sont conclus. Ici, c'est la recherche en vue du partage de la production qui est retenue. Il y a maintenant différents volets. Il y a les recettes fiscales qui sont attendues comme retombées et qui commencent en phase déjà de développement. Il y a également les recettes parmi celles qui sont attendues, des revenus des compagnies nationales qui sont actionnaires dans le cadre des associations. Deuxième retombée possible. Troisième retombée possible, et qui est d'ailleurs prévue tout le temps, et c'est une retombée qu'il faudra nécessairement avoir, c'est la part directe de l'État, qui n'a rien à voir avec les revenus des compagnies nationales. Et enfin, quatrième retombée possible, c'est le contenu local. Parce que les opérateurs qui arrivent dans nos pays ont une avance technologique. Ce qui fait que, d'un point de vue du développement et de l'exploitation, et sous ce rapport-là, il y a un effort certainement à faire en termes de transfert et d'acquisition de technologies, mais les compagnies, les sociétés nationales, le privé, le secteur privé national, tirent des dividendes à travers la mise en place de politiques de contenu local. Et au Sénégal, comme en Mauritanie, il y a d'ailleurs des lois qui ont été prises. Vous connaissez le Comité national de suivi du contenu local,
qui est un cadre qui permet de mettre en harmonie, ou plus exactement en relation, entre les opérateurs qui viennent de l'étranger et les acteurs du secteur privé national. On peut, sans être exhaustif, citer ces 4 exemples de retombées par rapport au projet. Mais alors, après avoir décrit les retombées possibles, il faut attirer l'attention sur des points de vigilance pour qu'on tire le maximum de retombées possibles. Parce qu'autrement, ou en tout cas qu'on optimise, qu'on ne soit pas perdant. Parce que dans tous les cas, il faudra, pour avoir les retombées concernant les revenus des compagnies nationales, et même sur les parts de l'État, aller vers ce qu'on appelle le profit oil. J'ai indiqué tout à l'heure que dans la manière dont ça fonctionne, au début, nous ne mettons pas d'argent. Nous ne mettons pas d'argent. C'est-à-dire que l'opérateur arrive, il y a une décision finale d'investissement qui est arrêtée après le plan de développement de l'unité, qui annonce le coût. Après cela, et après avoir engagé toutes les dépenses, c'est à partir de ce moment maintenant, quand ils récupèrent les dépenses qu'ils ont mises, qu'on se partage ce qu'on appelle le profit oil. Donc, il y a le cost oil, qui est le coût pétrolier, qui d'ailleurs doit être arrêté à un certain montant. Il ne peut pas aller indéfiniment. C'est pourquoi on parle également de cost stop. On indique le niveau à partir duquel les coûts pétroliers ne seront plus pris en compte. Et on l'appelle le cost stop. Donc il y a le cost oil, le cost stop, et après il y a le profit oil. Et le profit oil maintenant est partagé entre les différentes parties prenantes du projet. D'où l'intérêt, et vraiment l'intérêt de bien surveiller le cost oil. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais indiquer s'agissant des retombées qui peuvent être attendues pour répondre plus exactement à votre question sur le projet gazier que nous avons en commun entre le Sénégal et la Mauritanie et qui constitue un exemple de fraternité, mais de bonne intelligence pour la gestion commune des ressources que nous avons en commun.